Bonjour, bonsoir à tous, selon votre fuseau horaire, et bienvenue à ce webinaire organisé par COPAX, Conscience congolaise pour la paix. Je m'appelle Edgar Ngawala et je suis le modérateur aujourd'hui. Pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois sur les réseaux sociaux, COPAX est un organisme qui regroupe un vaste réseau d'artisans de paix qui travaillent ensemble pour construire la paix par la justice afin de mettre un terme à l'impunité en République démocratique du Congo. Si vous souhaitez vous engager et ainsi donc répondre à l'appel de notre personnalité de référence, à savoir le docteur Mukwege, vous pouvez aller sur notre site internet copax.org et vous cliquez sur adhésion. Alors aujourd'hui, eu égard à l'actualité, il y aura des élections en décembre 2023. Nous sommes tous appelés à les voter, mais aussi réfléchir sur ce que nous voulons de la RDC de demain. Et donc, COPAX organise une série de webinaires où nous passons à travers les différents secteurs de la vie de notre pays pour réfléchir sur ce que nous voulons pour le Congo de demain. Aujourd'hui, le thème que nous allons traiter, ça sera élection 2023, comment assurer la transition d'une économie de rente à une économie diversifiée et résiliente. Avec nous, nous avons le professeur Jean-Claude Massoana, qui est professeur à l'université de Rutse Mekan au Japon. Il est économiste. Bonjour, professeur. Professeur, on ne vous entend pas. Tu m'entends maintenant? Un peu loin, mais on vous entend. OK. Bon, je ne sais pas quel est le problème, mais OK. Mais ça va un peu mieux maintenant. OK, merci beaucoup. Bonjour, professeur, ça va? Bonjour. Parfait. Avec lui, on aura notre intervenant qui va se joindre à nous un peu plus tard. Il s'agit de Monsieur Faustin Bimitsia Kinkoufi. Il est coordonnateur local COPAX pour le Grand Bandundu, très actif dans le secteur de l'agriculture. Avec lui, nous allons un peu voir le côté pratique sur le terrain, comme on dit, comment l'économie de rente se vit ainsi que ses différents challenges. Alors, sans plus tarder, parce que je sais que le professeur Massoana a d'autres engagements, nous allons directement nous lancer sur le sujet d'aujourd'hui. Et donc, professeur, je vous laisse nous développer le thème comment passer d'une économie de rente à une économie diversifiée et résiliente. Allez-y, s'il vous plaît, professeur. Merci beaucoup. Bon, je commencerai d'abord par définir c'est quoi une économie de rente. De manière plus non technique, une économie de rente, c'est une économie dont la croissance économique ou l'essentiel de l'activité économique est exclusivement basée sur un nombre limité de produits, lesquels sont essentiellement des produits provenant de la nature. Donc, cette économie-là génère des revenus en utilisant des technologies ou des connaissances techniques et des investissements des capitaux, des équipements venant de l'extérieur. Et en général, cette économie-là va aussi être extravertie parce que l'exploitation, par exemple, des ressources naturelles à partir des capitaux des technologies étrangères va faire en sorte que la demande de ces produits-là primaires provenant de la nature provient de l'extérieur. C'est le cas, par exemple, de notre pays, où vous avez des ressources telles que le cuivre et le cobalt, ainsi de suite, qui sont le produit principal d'exportation du pays, mais qui n'ont pratiquement pas de demande sur le plan intérieur. Et la demande de ces produits-là provient de l'extérieur. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement que les pays, les revenus que les pays enregistrent autour de l'exploitation de telles ressources représentent une sorte de rente, c'est-à-dire, comme on le dit souvent dans le langage
quotidien une sorte de droit de l'œil. Un pays ne peut pas se développer, il n'y a pas de croissance économique durable sur base de ces modes de développement ou cette approche de croissance économique. Et alors, il y a beaucoup de conséquences lorsque un pays dépend d'une telle structure économique. L'une des conséquences peut être, par exemple, le fait que le pays là va manquer de maîtrise sur le coût de ces produits-là, c'est-à-dire les prix de ces produits-là, parce que la demande de ce genre de produits se situe à l'extérieur. Les marchés sur lesquels les prix de ces produits-là se négocient sont à l'extérieur. En général, il y a la fluctuation du prix et il y a l'incertitude aussi au niveau des prix qui affectent les revenus que le pays arrive à enregistrer. Donc, il y a un certain nombre de problèmes qui vont affecter le développement ou la croissance économique à long terme du pays. Et donc, en général, beaucoup d'États essayent de sortir un peu de ces sortes de cercles vicieux pour créer un peu une sorte de type de croissance qui est générateur d'un cercle vertueux. Et ce qui signifie qu'il faut réaliser la transition vers une économie diversifiée. Une économie diversifiée voulant dire que la croissance n'est plus basée sur un certain nombre de produits naturels limités, mais que la croissance économique est basée sur toute une panoplie de produits dans différents secteurs et de plus en plus, ces nouveaux produits, ces secteurs diversifiés arrivent de plus en plus à utiliser les connaissances locales, les capitaux du pays et de plus en plus utilisent aussi différentes sortes de talents des citoyens du pays. Et donc, la redistribution des revenus dans ces cercles, ces nouveaux systèmes est différente. Encore une fois, dans le premier cas, essentiellement, il y a extraction, par exemple, des produits provenant de la nature sur base des financements extérieurs, des technologies et des équipements qui viennent aussi de l'extérieur. Et généralement, c'est dans les économies de rente. Ces types-là, les activités qui financent ou qui créent la croissance sont des types de capital intensif. C'est-à-dire, il faut des moyens colossaux pour démarrer les activités. Si tel est le cas, à la fin, lorsque vous arrivez à extraire du cuivre, par exemple, vous le vendez en Occident, il faut rémunérer les facteurs qui ont contribué à cette extraction. Donc, les machines doivent être rémunérées. La rémunération de ces machines, de ces équipements, va se faire en Europe. Et les ingénieurs qu'il faut rémunérer, très souvent, ils viennent aussi de l'extérieur. Et les crédits qui ont été obtenus au départ des banques européennes, occidentales, doivent être rémunérés. Donc, comme vous pouvez le constater, tout l'argent qu'a généré cette extraction va rester en Occident, alors que les minéraux en eux-mêmes se trouvent en RDC. Et puis l'autre conséquence aussi, c'est quoi? C'est que généralement, quand vous observez ces mécanismes, les liens entre l'extraction du cuivre et le reste de l'économie est très faible. Parce que les équipements, vous les achetez en Europe, vous amenez certains techniciens ingénieurs clés de l'Occident, vous obtenez des crédits de l'Occident, assez souvent l'expertise pour, par exemple, faire les estimations des réserves viennent aussi des cabinets de consultants en Occident. Et quand vous rémunérez tout ça,
vous ne rémunérez pas les locaux parce qu'ils ne sont pas connectés dans ces schémas. Vous allez payer quelques taxes à l'État, mais il y a très peu de connexion entre cette extraction, ces activités et les autres activités dans les pays. Donc, il y a un problème de lien. Ces types d'activités, généralement, ne sont pas bien intégrés dans le pays. Et donc, pour vous donner encore une autre idée, ce type d'activité existait déjà depuis l'époque coloniale. Et nous savons à l'époque coloniale, le développement de toutes ces activités n'avait entraîné que très peu de conséquences en termes d'amélioration des conditions de vie des populations autochtones. Et après les indépendances dans un certain nombre de pays, la logique est restée la même. D'où l'urgence de sortir un peu de ce cercle. Alors, il y a plusieurs conditions. Parce que sortir un peu de ce cercle est une tâche très, très, très difficile, ce qui fait que beaucoup de pays en Asie, en Amérique latine, en Afrique, n'ont jamais su sortir un peu de ces pièges. Alors, il y a plusieurs stratégies, plusieurs pistes de solutions. Très souvent, tout le monde parle de diversification, d'industrialisation. Mais quand vous observez très bien les contenus de cette stratégie de diversification, d'industrialisation, vous vous rendez compte que cette industrialisation reste aussi prisonnière de la même logique que les économies de la rente. Beaucoup de pays dans le passé ont essayé, même notre pays avait essayé ça, avec des projets Ingashaba, sidérurgie de Maluku, des industrialisations qu'on a essayé pour essayer de diversifier l'économie. Mais pourquoi ces expériences-là ont échoué? Parce que les modèles de fonds, la logique de fonds était la même, c'est-à-dire les équipements, la technologie, les financements, ainsi que l'expertise de cette stratégie de diversification ou d'industrialisation dépendaient de l'Occident. Donc, on n'a pas pu. Ce qui voudrait dire qu'il faut commencer à réfléchir autrement, en s'inspirant entre autres des pays qui ont réussi à sortir un peu du piège. Des pays comme la Chine, des pays comme le Singapour, les pays comme la Corée du Sud. Je cite ces pays-là parce qu'il y a une cinquantaine d'années, soit le PIB par habitant de ces pays-là était en dessous du nôtre, ou bien on est parti il y a une cinquantaine d'années pratiquement au même niveau. Et ils s'en sont sortis. C'est pourquoi je les cite. Alors, lorsqu'on observe ces pays-là, les constats auxquels on arrive rapidement quand on procède à une analyse de fond plutôt qu'à une analyse superficielle. L'analyse superficielle consiste très souvent à dire que les facteurs les plus déterminants dans la diversification, c'est l'investissement, c'est le financement. Ça, c'est toujours un piège qui est complètement faux, qui n'a même pas une évidence solide. Les financements est nécessaire, c'est une condition nécessaire, mais une condition qui n'est pas suffisante. Aujourd'hui, nous tous là, si on nous donnait $1 milliard et on nous disait dans 3, vous avez l'argent nécessaire, développer, lancer une fusée sur Mars dans 3 mois ou 6 mois. Les meilleurs que nous allons faire, c'est utiliser l'argent pour nous acheter de belles voitures. Nous n'allons pas lancer de la fusée. Parce que l'expertise n'est pas là. Mais si nous avons l'expertise sans les moyens, nous pouvons lancer une fusée qui ne va pas arriver sur Mars, mais qui va arriver dans l'espace, même avec des petits moyens, parce que nous avons la connaissance.
Et dans beaucoup de nos pays, la diversification a été chaque fois mal définie. Les gouvernements précédents de notre pays, de beaucoup de pays africains, ils définissent les choses trop en termes de financement, en termes d'équipement. Ils définissent un peu le processus de diversification en termes de ce que nous appelons reconstruction ou modernisation. Je vais juste faire une petite parenthèse sur ce point-là. Toutes les idées que nous avons en matière de développement économique, et je pourrais même dire en matière de croissance économique, ont été développées après la Seconde Guerre mondiale. L'idée était qu'il faut permettre à des pays, d'abord, deux types de catégories de pays. Les pays qui étaient détruits après la Deuxième Guerre mondiale, il faut leur permettre de se reconstruire. Et puisque beaucoup de pays sont devenus indépendants après la Deuxième Guerre mondiale, donc il y a eu confusion entre reconstruction et développement. Reconstruction veut dire tout simplement que Edgar a construit une maison lui-même. Il sait comment il faut faire. Il a les schémas, il se rappelle des erreurs qu'il avait commises, combien il les avait corrigées. Sa maison, il les maintient lui-même. Une fois la maison, tempête arrive, la maison est détruite. Edgar a besoin juste de l'aide pour reconstruire parce qu'il a les connaissanses. Mais mon cas, je n'ai jamais construit une maison. Je n'ai eu aucune idée. Je vois la maison de regard, je vais faire la même chose. Si tu me donnes l'argent comme Edgar qui a construit la maison, qui connaît comment il faut reconstruire, Edgar a juste besoin qu'on lui donne des matériaux, un peu d'argent, il va reconstruire, il a les connaissances. Mais dans mon cas, si vous me donnez le même montant, je ne vais rien construire. Je dépense, j'achète de belles voitures, je finance ma fête d'anniversaire, et puis c'est fini. Parce que l'argent reste là, je n'ai aucune idée par où il faut commencer. Mon cas, c'est un cas de développement. Le cas d'Edgar est un cas de reconstruction. Donc, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, il y a des pays, l'idée, les approches de développement étaient d'abord définies en termes de reconstruction, donc des plans Marshall. Vous donnez de l'aide financière à des États détruits qui vont reconstruire les ponts dont ils ont des schémas, ils ont des architectes qui maintenaient, qui s'occupaient de la maintenance ou même qui ont construit, ils ont ces connaissances et puis ils le font. Alors que des pays comme le nôtre, on n'était pas dans une logique de reconstruction. Mais le développement, lors des indépendances, avait été défini en termes de reconstruction. Donc, il fallait donner de l'aide à ces pays-là et puis ils vont commencer le processus. C'est jamais arrivé. Et donc, la pensée de beaucoup de nos dirigeants jusqu'à aujourd'hui, ils définissent toujours le problème juste en termes de reconstruction. Et donc, quand ils vont reconstruire maintenant, quand ils ont l'argent, ils sont butés à un problème et ils vont chercher les connaissances à l'extérieur. Et donc, ça coûte très cher parce qu'il faut payer ces expertises, il faut payer les équipements et le coût de toutes les erreurs d'apprentissage va faire que la probabilité pour que la diversification, l'industrialisation réussisse est à 5 ou si pas moins de 5%. C'est comme ça, on a moins de 5% des pays qui réussissent. Et donc, les premiers points sur lesquels nous devons réfléchir par rapport à notre pays, c'est redéfinir l'ordre d'importance, redéfinir les conditions nécessaires et les conditions suffisantes. La seule condition qui est nécessaire et suffisante, c'est le développement du capital humain. C'est les connaissances. C'est là qu'il faut mettre beaucoup d'accent. Il faut commencer par les connaissances. Il faut développer des secteurs, diversifier l'économie en investissant les moyens limités que nous avons dans des secteurs
où on est sûr que nous avons les capacités minimum requises et ne jamais investir dans les secteurs qui va être coûteux en termes d'équipement que nous ne pouvons pas développer nous-mêmes, pire que nous ne pouvons pas maintenir même nous-mêmes. Donc, c'est un peu le changement de paradigme que nous proposons, vers lesquels nous devons réfléchir pour fonder une approche différente un peu de la croissance économique. Il y a plusieurs idées, il y a des expériences d'autres pays qui peuvent nous inspirer. Et puis, il faut aussi insister sur le fait que l'industrialisation et la diversification restent des expériences humaines. Toute expérience humaine est une expérimentation. Une expérimentation voudrait dire qu'il faut se donner à la fois une ouverture d'esprit, mais aussi il faut tolérer l'erreur. Il faut apprendre de l'erreur. Donc la diversification, c'est une équation qui inclut ou qui admet la probabilité que les erreurs vont arriver, mais l'ouverture d'esprit qui exige une ouverture d'esprit qui nous oblige d'apprendre de nos erreurs pour nous améliorer. Et je donnerai l'exemple, pour ne pas citer peut-être des cas de pays, mais les cas pour ceux qui s'intéressent à l'exploration spatiale, l'exemple de SpaceX et Elon Musk. Il est complètement dans cette approche. Il balance des fusées, il construit des fusées qu'il balance en se disant tout simplement qu'on a besoin de collecter des données pour apprendre de ça. Et il sait tout simplement que probablement ça ne va pas marcher. Il va le faire de cette manière-là 2-3 fois avec l'intention de commettre des erreurs pour vite apprendre de ça. Et puis, c'est comme ça, il est parti de rien. Et aujourd'hui, c'est l'homme le plus riche du monde. Et il a innové tel que très peu de gens l'ont fait avant lui. Et donc, un certain nombre de réflexions que nous, dans COPAX, et autour de nous, dans nos réseaux, nous devons réfléchir en suivant ce type d'approche. Je terminerai par exemple en citant le cas de la Chine. Le plus de 20 ans que j'ai fait ici, j'ai eu à participer à beaucoup de conférences où les économistes chinois discutent sur le prochain plan quinquennal de la Chine. Et quand vous observez ce qui se passe chez eux, le gouvernement chinois va annoncer un nouveau plan quinquennal. Par exemple, sur l'économie verte. Et avant la mise en œuvre de ce plan-là, beaucoup d'universités vont doubler le nombre d'étudiants, par exemple en engineering, qui vont apprendre cette nouvelle technologie liée, par exemple, à une nouvelle génération de panneaux solaires. Et donc, vous allez voir que le gouvernement chinois va commencer à financer des entreprises qui vont produire cette nouvelle technologie dans 4 ans. 4 ans, c'est le temps où les premiers étudiants d'ingénieurs spécialisés dans cette nouvelle technologie vont être sur le marché. Donc, ils ne lancent pas un projet en disant, bon, on va avoir un investissement et un financement du Japon. Il y a le Japon qui va nous donner des équipements et puis nous envoyer des ingénieurs et on va avoir les ponts, on va avoir l'infrastructure, les bâtiments, que dans 3 ans, le Japon viendra faire la maintenance. Ils ne le font pas. Ils commencent rien du tout sans former leurs agents. Il y a quelques années, dans les débuts des années 80, quand le Japon produisait encore du pétrole, non, quand la Chine produisait encore du pétrole, le Japon a négocié un contrat de construction des infrastructures contre le pétrole. Les Chinois ont refusé. Ils ont dit non,
10 milliards de dollars, c'est beaucoup pour nous. Nous n'avons pas une expertise qui peut matérialiser les infrastructures pour 10 milliards. Si on signe le contrat, on va importer beaucoup de machines du Japon. On va inviter beaucoup d'ingénieurs japonais sur ces 10 milliards. Et donc, nous, on va perdre. En réalité, vous allez tout gagner. Donc, on ne veut pas que vous nous fassiez des infrastructures de 10 milliards. Donnez-nous 500 millions. Construisez-nous un aéroport. Et puis, nous, on va juste prendre la maquette, copier avec nos ingénieurs. La qualité peut être mauvaise, mais on veut juste imiter nous-mêmes. Parce que si on n'imitait pas, on n'aura jamais l'occasion d'apprendre. Donc, nous préférons ne pas avoir les infrastructures tout de suite. Donc, on limite les contrats, construisez-nous quelque chose de limité, laissez-nous juste les plans. Et après, on doit imiter nous-mêmes. Aujourd'hui, nous savons là où ils sont. Et donc, pourquoi ils ont fait comme ça? Parce que les dirigeants à l'époque, ce n'est pas des commissions qui les intéressaient. C'était le développement de leur pays. Et ils savaient que si on signe le contrat de 10 milliards, nous, on peut empocher beaucoup de commissions, on va s'enrichir. Mais le pays, à long terme, ne va rien apprendre. Donc, ils ont reçu des maquettes. Le Japon a construit un aéroport. Ils ont imité donc le même type de bâtiment. Dans une vingtaine d'aéroports, ils ont construit eux-mêmes avec leurs ingénieurs. Ils ont dit, bricolez si vous voulez. Même si ça s'écroule dans 5 mois. Du moins, vous allez apprendre quelque chose et refaire. Mais si les Japonais nous construisaient 20 aéroports, dans 50 ans, on ne va jamais construire l'aéroport nous-mêmes. Donc, il s'était référé à l'adage qui dit, si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai plus jamais faim, mais si tu me donnes un poisson, chaque jour, je reviendrai te demander du poisson. Nous, la diversification, l'industrialisation, il est complètement dans cette mode de donner-moi du poisson. On est toujours là-dedans. Toujours. C'est pourquoi ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas faire la compétition avec celui qui vous donne du poisson. Vous n'allez jamais manger la même qualité de poisson que les pêcheurs qui vous alimentent si vous dépendez de lui. Si vous voulez manger les types de poissons que vous voulez, autant que lui, insistez pour qu'il vous apprenne à pêcher. Sinon, lui, il connaît place Ngolo Ezalaka, place Nzombo Ezalaka. Il va décider le dimanche, il dit, bon, moi, le dimanche là, je vais manger le Nzombo. Il va là où on pêche le Nzombo. Mais même si vous dites que, mais yo, dimanche, je vais aller Nzombo, pêche un peu Nzombo. Il te dit que non, Zoma Yanga. Tu n'as pas de choix. Donc, nous, les approches que nous avons adoptées depuis l'époque coloniale est restée dans la même logique. Nous devons sortir de cette logique-là, centrer l'économie sur l'homme. Centrer l'économie sur l'homme veut dire l'homme de ces pays-là doit être responsable du financement, de son talent. Ce sont ses connaissances à lui qui créent les produits, qui transforment les produits de la nature, qui ajoutent la valeur. Tant que nous ne sommes pas connectés là-dedans, tant que les diamants, le cuivre viennent de la nature sans que nous, ici, on puisse décider quoi que ce soit, on ne s'en sortira pas. On n'est pas connecté parce que même si tous les habitants mouraient, ça ne va pas empêcher aux Chinois d'amener des équipements, d'avoir les crédits chez lui, d'extraire les minéraux sous le sol. Non. Mais si tous les Japonais mouraient, les voitures japonaises telles que vous les connaissez, vous ne l'aurez pas le lendemain. Donc, vous ne pouvez pas vous enrichir sur base des produits qui viennent de la nature, que vous n'avez pas décidé, dont l'existence ne dépend pas de vous. Vous ne pouvez pas vous enrichir sur cette base-là. Ce n'est pas possible. Et donc, tant que nous réfléchissons sur des modèles qui voudraient développer l'économie
en utilisant des facteurs de production qui viennent de l'extérieur, et nous, on est comme juste des figurants là-dedans, on ne va que recevoir la rente, les commissions et la taxe. Mais pour nous développer, nous devons apporter notre contribution pour faire en sorte que dans le produit intérieur brut, sans nous, on ne peut pas avoir un certain nombre de produits qu'on a. Sans les Japonais, vous n'allez pas avoir les voitures japonaises. Mais sans nous, là, comme on est là, nous tous, les diamants, n'importe qui peut venir là-bas, il va prendre ces diamants-là comme tels, ça ne change pas. Il va prendre de l'or comme ça existait là. Voilà un peu en guise d'introduction. Donc, je peux prendre quelques questions. Merci. Donc, en tout cas, exposé magistral qui, personnellement, m'a permis d'apprendre quelque chose. Donc, je ne vais pas résumer ce que vous avez dit, faute de temps, mais je poserai peut-être deux questions et laisser l'opportunité aux autres de poser. La première, c'est si vous est donné de choisir des secteurs où on devrait investir sur leur capital humain, quels seraient ces secteurs-là, eu égard à notre situation actuelle? La deuxième serait par rapport à la résilience. Est-ce que vous pensez qu'une diversification nous permet de résister à des chocs exogènes extérieurs? On l'a vu avec la COVID où tout était paralysé. Est-ce que la diversification nous aiderait? Alors, je vois une question qui a été posée dans le chat, je vous la pose. Ah oui, c'est la même question que j'ai posée. Donc, quels seraient les secteurs où on pourrait investir dans commencer pour avec la diversification? Je vous en prie, allez-y, professeur. Oui, pour la première question, je pense que par rapport au capital humain que nous avons pour le moment, euh, donc par rapport au capital humain dont nous disposons pour le moment, je pense que tout ce qui est lié aux produits agricoles, la transformation des produits agricoles, c'est-à-dire tout ce qui est agro-business, reste déjà un point de départ très facile. Je l'ai dit parce qu'un certain nombre de pays ici en Asie sont justement partis de là. Des pays comme la Thaïlande et la Malaisie, qui sont des pays à revenus intermédiaires aujourd'hui, ils sont partis, donc ils ont commencé le processus d'industrialisation ou de diversification à partir de la transformation, à partir d'un certain nombre de choix pour ajouter de la valeur à partir de produits qui étaient déjà disponibles de par les conditions initiales qui étaient les leurs des pays essentiellement agricoles. Donc, ils sont partis de là. Donc, ils n'ont pas fait ce que nous avons fait. Nous, pendant des décennies, on exportait plus de produits agricoles, on cherchait à augmenter la quantité. Eux, ce qu'ils ont fait, ils ont diversifié. Par exemple, au lieu de continuer d'exporter la mangue, ils ont commencé à exporter la mangue, mais aussi la mangue séchée. Et puis, ils ont commencé à exporter du jus de mangue, mais aussi à utiliser les jus pour faire des parfums, pour faire des suppléments alimentaires. Donc, à créer ce qu'on appelle des produits dérivés. Et donc, à partir même de certains produits que nous avons agricoles, au lieu même de les écouler comme tels sur le marché à la fois local ou extérieur, il faut dans chaque 5 ans, il faut qu'il y ait un nouveau produit dérivé. Tout ce que nous avons comme produit agricole, des fruits que nous avons là, surtout les fruits, peuvent générer toute une panoplie de produits allant de l'alcool, des parfums, des jus, des produits chimiques, des produits alimentaires dérivés. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être créées, développées, des industries à partir de ces produits-là. Ça, ce sont des choses faisables. Mais il faut que du côté de l'État,
on peut savoir ce qu'on appelle les incitations, c'est-à-dire des encouragements, des signaux qui incitent, qui encouragent, qui attirent les individus du pays à prendre des risques, à utiliser le cerveau pour créer. Dans nos pays-là, la créativité existe, mais il n'y a pas des incitations, parce que les institutions politiques voient les milieux d'affaires comme une compétition, parce que la richesse est créée, est politiquement créée pour éviter la compétition. Il faut tout au moins accepter que les Indiens viennent faire le business, mais que les locaux ne puissent pas devenir puissants à partir des affaires, sinon ils vont changer un peu les équilibres politiques. Et donc, tout ce qui existe comme incitation, on les donne soit à ceux qui sont déjà dans la politique et qui font des affaires, ou on donne à des étrangers qui font des affaires, ils peuvent s'enrichir, ils ne vont pas remettre en cause l'ordre politique. Donc, il n'y a pas d'incitation. Et s'il y a une opportunité, s'il y a un pouvoir beaucoup plus responsable, il faut créer des incitations. Donc, les secteurs, si vous diversifiez même le secteur agricole comme je viens de le décrire, automatiquement, vous réduisez un peu les fluctuations qu'il y a autour des cours des produits primaires que nous exportons pour le moment. Donc, vous arrivez à réduire la fragilité de nos exportations par rapport à des produits, à des prix, par exemple, de ces produits-là sur le marché international. L'autre question, c'était par rapport à la résilience. Est-ce que la diversification nous permet de résister aux chocs exogènes? Et dernière question de l'audience, est-ce possible d'effectuer cette transition sans un leadership éclairé et compétent? Et on va s'arrêter là en termes de questions. Oui, je commence par la deuxième question. La réponse est clairement non. Si c'était possible de réaliser la résilience sans un leadership éclairé et compétent, beaucoup de pays auraient déjà réussi à le faire. Et notre pays en particulier aurait déjà aussi réussi à le faire. Alors, pour la résilience, comme je l'ai dit tout à l'heure, la diversification, tous les pays qui ont reçu la diversification, je connais aucun qui n'a pas renforcé sa résilience économique. Donc, le seul remède pour créer la résilience, c'est la diversification. Parfait. Merci, professeur Mwatswana. Donc, cela, par cette, comment dirais-je, cette parenthèse, nous allons arrêter le webinaire d'aujourd'hui, étant donné que notre intervenant de Bandundu, malheureusement, n'est pas disponible et je sais que vous avez d'autres engagements. Je ne saurais mettre un terme à ce webinaire sans simplement rappeler que le 2 août passé, nous avons commémoré le Génocauste, qui est le génocide des Congolais pour les gains économiques. Donc, depuis 93, plus de 6 millions de Congolais sont décédés suite à des crimes commis dans l'Est de notre pays. Tout cela se passe dans la quasi-indifférence du monde. Et pire, les auteurs de ces crimes, congolais ou étrangers, ils ne sont pas inquiétés par la justice et certains sont même promus dans des postes très importants dans notre institution. Et donc, bien entendu, cette impunité dont ils bénéficient, ça fait des émules et ça perpétue le cycle de la violence. Nous, COPAX, nous déplorons cette situation et notre personnalité de référence, pas plus tard que hier, je pense, a fait une déclaration dans ce sens. Donc, en tant que société civile, nous allons continuer notre plaidoyer pour que la justice passe et que le cycle de violence puisse prendre fin. Et nous demandons à nos dirigeants, nos gouvernements, de prendre leurs responsabilités. Donc, sur ce, je vous remercie pour votre temps parce que je sais que le prof a d'autres engagements. Merci à tous ceux qui nous suivent sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.
rendez-vous est pris dans 2 semaines où nous allons recevoir des invités très importants de la société civile. Stay tuned. Merci et bonne journée ou bonne soirée chez vous. Au revoir. Merci. Au revoir.